Bonjour chers amis, je suis Claudia Edge et j'ai été invitée à partager mon expérience avec vous. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je suis morte. C'était il y a plusieurs années. J'avais 30 ans et j'ai presque 70 ans maintenant, donc ça fait un moment. Mais c'est toujours si intense, cela ne vous quitte jamais quand vous êtes passé dans l'au-delà. Il n'y a rien de comparable et j'aimerais vous en parler, de cela et de certaines choses qui se sont produites depuis et qui pourraient vous intéresser. Vous savez, nous sommes nombreux à parler d'expériences de mort imminente et je sais que vous êtes nombreux à chercher des réponses. Encore une fois, j'avais 30 ans et j'étais enceinte. J'étais sur le point d'accoucher d'un jour à l'autre et j'approchais de la date d'accouchement prévue. Ma grossesse était tout à fait normale, j'étais une jeune mère en bonne santé et rien n'aurait dû mal se passer. Mais je me suis retrouvée à passer la journée à me dire que je devrais aller me faire examiner, que je devrais aller à l'hôpital et me faire examiner. Et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous, tout ce qui concerne l'instinct et ce sentiment instinctif que vous avez dans les tripes quand vous vous dites « devrais-je faire cela ? Ne devrais-je pas le faire ? Dois-je aller là-bas ? Dois-je tourner à droite ? Devrais-je plutôt tourner à gauche ? » Personne n'est plus intelligent que ce sentiment, votre intuition est votre meilleure réponse. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi mon instinct. Je suis allée à l'hôpital et j'ai dit « Écoutez, je n'ai pas de douleur, je ne suis pas nécessairement anxieuse, mais quelque chose ne va pas, et j'aimerais qu'on m'examine. » Vous savez, quand j'ai dit que je n'avais pas de contraction, ils se sont demandé si je cherchais juste de l'attention. Finalement, ils ont fini par me dire « Tenez, voilà une blouse. » Nous allons vous examiner. Je suis donc entrée dans la salle d'examen et j'ai mis la blouse. Cela faisait à peine 5 minutes que j'étais là, quand j'ai remarqué des gouttes de sang sur le sol. Et puis, c'était plus que ça. En réalité, et attention, c'est assez sanglant, mais si vous avez déjà vu le film Shining, lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre et que le sang jaillit, c'est comme si des seaux de sang se déversaient. Et je vais vous dire maintenant ce qui s'est passé, car j'oublie parfois de le mentionner, c'était en fait mon placenta, qui est un filtre entre la mère et le bébé, et qui régule le bébé, le nourrit et toutes ces bonnes choses, et il est nécessaire pendant la grossesse. Eh bien, le mien s'était rempli de sang, et il était devenu plus grand, plus dense et plus ferme, plein de sang. Et pour une raison quelconque, le sang ne sortait pas. Ainsi, à chaque pulsation de sang depuis le cœur, il devenait de plus en plus dense jusqu'à ce qu'il explose. Et Dieu merci, j'avais suivi mon instinct et je m'étais rendue à l'hôpital quand tout cela est arrivé. Dans les minutes qui ont suivi, un interne m'a trouvé et a déclaré « Il ne lui reste que 2 minutes de vie maximum ». C'est à cette vitesse que les choses ont changé pour moi, pour ma vie, ma famille, tout. Ils m'ont mise sur une civière et n'arrivaient pas à voir le battement de cœur de mon bébé. C'est très éprouvant pour une jeune mère d'entendre ce genre de choses. Mon souci principal était, s'il vous plaît, sauvez mon bébé. Ils sont revenus dans la salle d'examen avec un scalpel, car pas le temps ni d'aller en salle d'opération, ni pour une anesthésie, ni pour de l'oxygène, ni pour une couverture de survie. Même une aspirine était hors de question. Ils ont maintenu mes bras et mes jambes, et ont sorti mon bébé de mon ventre. C'était horrible, sanglant, terrible. La non-douleur que j'avais ressentie plus tôt avait disparu. C'était maintenant atroce. C'était si douloureux. Et dans cette horrible pièce pleine de sang, ils ont dû déplacer mes organes pour atteindre le bébé. À un moment donné, alors que j'étais maintenue sur la civière, la seule chose que je pouvais bouger était de me tordre la tête de droite à gauche. C'était la seule chose que je pouvais faire. Alors que je faisais ce mouvement, j'ai remarqué qu'une infirmière était en train d'enrouler cette grosse corde grise autour de son bras, et la douleur était si forte. J'ai réalisé que c'était mes intestins. C'était vraiment terrible. Puis j'en suis arrivée à un point où ils ont sorti de mon ventre ce petit corps sans vie et où tout cela additionné m'a fait me dire « c'est bon, je m'en vais ». Et ce que je voulais exprimer aussi, c'est que le processus de mort n'est pas amusant, c'est certain, mais pour ceux d'entre vous qui ont peur de la mort réelle, eh bien ce mouvement entre cette vie terrestre et l'inconnu, j'aimerais vous dire que ce n'est pas grand-chose. C'était vraiment familier, comme si j'avais déjà fait cela auparavant. Comme si j'avais la mémoire musculaire de flotter. Je traversais les murs de l'hôpital, je passais plutôt un bon moment au début. Après avoir été voir mon corps et ma chambre,
Je me laissais faire. Je veux dire, j'étais toujours moi. J'étais toujours Claudia. Tout ici, mes souvenirs, mes pensées et ma personnalité étaient intacts. La seule chose que j'avais laissée derrière moi était cette coquille, cette enveloppe extérieure, ma salopette, vous savez, ma tenue de travail pour la terre. C'était comme si je n'en avais plus besoin. Alors je m'en suis débarrassée et j'étais libre. J'ai donc exploré l'hôpital. Et je ne vous raconterai pas toutes mes aventures, mais j'ai fini par me retrouver dans la chambre d'un homme, et j'ai fait un mouvement devant lui, et il ne savait pas que j'étais là. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais morte. C'était tellement naturel jusqu'ici que je n'ai jamais eu l'idée de me dire « Oh mon Dieu, je suis morte ». Dès que j'ai eu cette pensée, je me suis retrouvée dans un autre endroit, dans une autre dimension. C'était instantané et j'étais dans cette immensité. C'est vraiment difficile à décrire. Les mots terrestres sont vraiment limités et c'est l'un des problèmes que j'ai eu à parler de mon EMI parce que j'étais dans cet endroit incroyable qui était tout et rien à la fois. J'étais dans l'obscurité totale. Tout était noir. Si j'avais eu une main, je n'aurais pas pu la voir devant mon visage. Mais ce n'était pas effrayant, c'était naturel, ce n'était pas négatif, c'était absolument parfait. J'étais tellement aimée, j'étais enlacée, réconfortée et bercée par cet endroit vivant et intelligent. Il savait tout de moi et il m'a emmaillotée comme un enfant aimé. Et j'étais complètement satisfaite d'être dans cet endroit. Peu de temps après, j'ai commencé à entendre qu'on me rappelait sur Terre. C'était de l'autre côté. C'est ce que mon expérience immédiate m'a donné. Un lieu parfait d'obscurité totale. Lorsque je me suis réveillée à l'hôpital, j'étais devenue une candidate idéale pour une étude de recherche parce que j'étais complètement lucide dans mon expérience de mort. Aucun médicament et aucun effet d'anesthésie auquel attribuer ce qui est de l'ordre de « Oh, elle a juste des hallucinations. C'est les médicaments. Elle est juste folle. » Ce genre de choses. Non. Il n'y avait rien de tout cela, et il s'agissait d'un centre hospitalier universitaire. Il y avait donc un grand intérêt pour ce que j'avais vu et ressenti au cours de cette expérience. Alors quand on m'a demandé ce qui s'était passé quand j'étais morte, qui j'avais vu, qu'est-ce que j'avais entendu, eh bien je n'avais pas de bonne réponse à donner, si ce n'est que j'étais dans une paix et une perfection absolue, dans cet espace noir, dans cette obscurité, et j'ai vu le doute et la négativité de la chercheuse qui prenait des notes sur son calepin. Avec cet éclair de négativité, j'ai compris que j'allais devoir faire face à cela. Je ne pouvais pas l'expliquer, parce que je n'avais jamais entendu parler d'une EMI pareille. Qui étais-je, et comment se fait-il que mon expérience n'était pas merveilleuse, de voir le jardin, la rivière de la vie, le sommet de la montagne, d'être avec grand-mère, toutes ces choses merveilleuses que je suis sûre que vous avez déjà entendues, mais ces choses n'étaient tout simplement pas là dans mon cas. Et donc, si cette chercheuse allait s'arrêter un instant et douter, je me demandais ce que ma famille, mes amis, ma religion et mes voisins pourraient me penser si je parlais ouvertement de ce sujet. Je n'en ai donc pas parlé, je n'en ai pas parlé pendant 25 ans, je l'ai gardé sacré et en moi jusqu'à ce que je puisse le comprendre. Et j'ai continué à vivre ma vie de mère occupée, avec beaucoup d'enfants qui courent partout. Mais, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, le problème est réapparu et j'ai commencé à me demander où j'avais été et comment cela se faisait que mon expérience n'était pas si bonne que cela. Ne méritais-je pas le genre de paradis que d'autres avaient vu, dont d'autres parlent dans leurs expériences de mort imminente? Alors j'ai commencé à prier à ce sujet et j'ai posé des questions à ce propos. Je voulais connaître mon guide et c'est devenu un véritable besoin pour moi de savoir pourquoi. J'avais l'impression qu'il y avait tellement plus, et comment se faisait-il que je n'ai de souvenir que de ce que quelqu'un voulait l'appeler le vide. Mais j'ai répondu non, ce n'est pas ça, parce que pour moi, le vide c'est l'absence de quelque chose, c'est quand il manque quelque chose. Alors je l'appelle l'immensité parce que c'était si grand, c'était tellement énorme, c'était au-delà. Et j'ai commencé à faire des rêves. Enfin, j'ai toujours fait des rêves, mais ce qui a commencé à se passer dans mes rêves, c'est que j'ai remarqué que dans un coin d'un rêve classique, mon guide apparaissait. Je ne savais pas qu'il était mon guide à ce moment-là, mais quand je le remarquais, il était soit en train de faire des mouvements bizarres ou de porter un costume bizarre. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour attirer mon attention dans ce rêve tout en me gardant dans un état de sommeil.
Lorsque je le remarquai, il brandissait un signe et me disait « Fais attention à cela, ou viens avec moi ». Et nous nous entraînions à cela. Il s'exerçait sur moi jusqu'à ce que je comprenne, et pour une raison ou une autre, je l'accompagnais maintenant. J'ai commencé à recevoir des téléchargements de mémoire. Lorsque je l'accompagnais, j'assistais à ce que j'appelais l'école de l'esprit parce que je demandais, vous savez, je posais les grandes questions. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est mon but? Y a-t-il une raison? Sommes-nous simplement chanceux comme un insecte sur cette terre? Et quand c'est fini, boum, nous sommes finis. Ou y a-t-il quelque chose de plus grand et de meilleur qui nous attend et pourquoi? Vous savez, j'ai tout entendu. Que nous sommes ici pour agir parfaitement et voir si nous pouvons entrer au paradis, sans péché ou quoi que ce soit comme ça. J'avais toutes sortes de questions de ce genre et je voulais des réponses. J'ai donc continué à poser des questions et, au cours de ces téléchargements de mémoire et de mon école spirituelle, j'ai commencé à obtenir des réponses. Et je ne peux pas proclamer qu'il est facile de vous donner ces réponses, d'une part, parce qu'il doit y avoir une base de connaissances de, vous savez, j'ai compris cela. Maintenant, nous pouvons passer à la deuxième couche et à la troisième couche et ainsi de suite. Je comprends donc pourquoi il est si difficile pour l'au-delà de répondre à nos questions parce que les connaissances sont si vastes que nos petits cerveaux ne peuvent pas les contenir. Mon petit cerveau ne pouvait pas le contenir, mais ce qu'on m'a montré, où j'étais allé, et les connaissances que j'avais reçues et que j'ai pu ramener, c'est qu'on m'a montré un gobelet en papier. Et dans ce gobelet, il y avait un océan plein de connaissances, mais c'était sous forme de petites gouttes. J'ai donc examiné ces petites gouttelettes pendant toutes ces années, une par une. Mais ma mémoire en a été d'avoir été comme dans une bulle, une sphère ou quelque chose comme ça, et j'étais avec mon guide et nous voyagions dans l'univers. C'était une expérience extraordinaire. Il n'y avait pas de quoi s'ennuyer. C'était rapide, mais pas à la vitesse de la lumière. Je pouvais voir les étoiles s'approcher, et nous arrivions vers une étoile. Je me suis rendu compte que les étoiles sont conscientes. Elles me parlaient, elles m'appelaient et me disaient « Oh, Claudia est de retour. Comment c'était? Tu nous as manqué. Bienvenue. » De telles choses aimantes à mon égard. Et je suis dans cette bulle, je pouvais entendre et je pouvais voir parfaitement, et les couleurs, à mesure que nous approchions de ces étoiles, étaient comme du feu. Il y avait des jaunes, des roses et des oranges, c'était incroyable, et elles laissaient une sorte de ligne derrière elles. Puis une autre étoile s'approchait, et je pouvais l'entendre parler, m'appeler pour me féliciter, s'émerveiller et se réjouir de me voir. J'ai regardé mon guide et je lui ai demandé « Les étoiles peuvent parler? Les étoiles sont vivantes? Elles sont réelles. Elles ne sont pas simplement un amas de gaz, de métal, de terre et de tout le reste. Il y a une conscience dans l'univers. Cela a été l'une de mes plus grandes prises de conscience. Lorsque je me suis réveillée, j'y ai réfléchi pendant longtemps et je me suis demandé si les étoiles étaient conscientes et même si nous étions des étoiles. Vous savez, beaucoup de questions, et dans un segment d'un de mes rêves, mon guide m'a permis de poser la question. Enfin, il a pointé vers le haut et m'a dit « Tu veux voir l'étoile de ton frère? J'ai un frère, Jeff, qui a fait de la musculation à la salle de sport toute sa vie. Il est un peu plus jeune que moi, pas de beaucoup, mais il a été musclé, bronzé et huilé toute sa vie. La salle de sport est donc une activité très importante pour lui. Et quand mon guide a pointé l'étoile de Jeff, l'étoile a scintillé. On peut dire qu'elle a fait un scintillement spécial, comme si elle frimait. Et je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est mon frère, c'est l'étoile de Jeff. » Une nouvelle fois, je me suis demandé si nous étions des étoiles. Comment sommes-nous ici? Et comment sommes-nous une étoile à la fois? Je n'ai pas toutes les réponses. Je suis encore mortel. Je n'ai pu commencer à ramener qu'une partie des connaissances acquises lors de mon EMI. Je continue donc à chercher. J'écoute d'autres podcasts car je cherche d'autres pièces à mon propre puzzle spirituel. Mais ce que j'ai obtenu il y a quelques mois, je n'en ai parlé dans aucune émission parce que je voulais vous dire quelque chose de spécial. J'ai fait un autre rêve il y a quelques mois dans lequel je me trouvais dans une nébuleuse. Je me trouvais dans l'univers et j'étais accompagnée d'un grand nombre de jeunes enfants.
Encore une fois, j'ai mentionné mon âge. Vous savez, j'étais enfant dans les années 50 et nous nous habillions différemment, et ce qui m'a été montré était de cette couleur brun et noir, comme un sépia. Ce n'était pas tout à fait en couleur. Cela m'a montré l'âge de ces enfants, qui étaient à peu près en CE2, peut-être en CM1, mais assez jeunes, pas des bébés. Et il les appelait primaires. Lorsque vous recevez des informations de l'autre côté, ils essaient généralement de les relier à quelque chose que vous pouvez comprendre, car je ne dis pas que j'avais 8 ans ou quelque chose comme ça, mais il s'agissait de ma progression spirituelle, de mon âge spirituel jusqu'à ce point. Mon éducation était à peu près à ce niveau. Je pourrais être des éons avant cela, mais dans mes apprentissages spirituels et autres, c'est là que j'en étais. Me voici donc dans une nébuleuse où des étoiles se forment avec ces enfants, et nous sommes alignés et nous attendons quelque chose. Nous étions là pour recevoir un cadeau. Notre cadeau était notre propre étoile, et nous attendions la naissance de chaque étoile. Et ce qui m'a été montré encore une fois, ce sont des exemples, des métaphores, vous savez. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe de l'autre côté, mais les choses sont montrées pour que je puisse me réveiller et les écrire, et que je puisse vous les répéter. Ce que j'ai vu, c'était 2 sortes de tubes, énormes, bien sûr, avec cette masse roulante de gaz, de saleté, d'énergie et de tout ce qui se comprime et fait qu'une planète devient une étoile, et elle roulait dans ce tube et s'élevait petit à petit à mesure qu'elle se comprimait et se formait. Lorsqu'elle atteignait le sommet, l'enfant qui attendait son étoile avait la possibilité de se l'approprier et de la décorer. À nouveau, c'est un exemple, mais je me souviens que la petite fille devant moi voulait que son étoile soit rose. Donc elle allait avoir une étoile rose. Et il y avait un autre petit garçon qui voulait vraiment la rendre différente. Il avait comme les chalets en bois Jejura, vous savez, ces petites bûches en bois qui s'emboîtent les unes dans les autres, et il construisait des sortes de petites tours à l'extérieur. Donc son étoile avait toutes sortes de constructions. C'était son étoile. Je me suis réveillée avant d'avoir pu décorer la mienne. Je me demande ce que j'aurais fait ou ce que j'ai fait pour décorer mon étoile. Mais cela répondait vraiment à la question. Vous savez, nous sommes des semences d'étoiles. Nous venons des étoiles. Nous avons un endroit permanent où aller. Il y a encore d'autres informations là-dessus, mais j'ai pensé vous donner aujourd'hui quelque chose d'un peu différent de mon EMI. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Mais le temps qui nous est imparti aujourd'hui est limité. Mais je voudrais vous dire, lorsque vous regarderez les étoiles ce soir, comprenez qu'elles ne sont pas seulement un beau décor, un joli décor romantique. Elles sont intelligentes et elles nous connaissent. Et elles sont nous. Merci de m'avoir écouté. Je suis Claudia Edge. Bye bye.